rapide. Monsieur Michael Phelps. Sa parole est tellement rare en France. Là, vous pouvez y aller. L'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 23 médailles d'or, le voici avec Nicolas Manissier de l'équipe pour mener cette conférence exceptionnelle. Monsieur Michael Phelps. Good evening. Bonsoir. Je vais parler en anglais et puis il y aura une traduction. It's a huge honor for us. I think everyone in this room is so happy to see you, Michael Phelps. Tellement content de vous voir, Michael Phelps. Thank you. Merci. It's an honor and it's a privilege C'est un honneur, to be with vrai the privilège greatest que d'être là athlete avec of the le plus history of the grand Olympics. athlète Thank you very much de for being with l'histoire us. des Jeux Olympiques. Merci Thank you for having d'être me. venu. This will be fun. Merci de m'avoir invité. On va It's gonna be passer fun. un bon Of moment. course, On va passer of un bon moment, course. je crois. Bien sûr. Thanks to your sponsor Omega. Merci to à make it Omega, happen. votre sponsor, And, grâce thanks à for qui the organization tout of the peut Man être Sport, the first organisé edition of this festival. pour cette première We're édition 2 de notre years festival. from the Olympics in Paris. Dans 2 ans, il y aura les Jeux Olympiques And à Paris. what better to have Et Michael Phelps to qui talk de mieux about the que future of sports Michael with us. Phelps pour parler de So there's tout going to be ceci avec questions nous. from the Nous allons audience. recevoir des questions qui You viendront have du all your public. time to answer these questions. We Voilà, have nous aurons a le full temps d'y hour together. répondre. On a passé 1 heure ensemble. About Et puis, obviously bien sûr, the best moments of your career on va because parler everyone wants to des hear meilleurs about. moments de votre carrière. all your On a highs, tous all the envie races. d'entendre parler We'll de also talk toutes about ces réussites, the ces lows, records, because mais it's very important aussi to des you. moments moins And we'll faciles, start off with the first les bas dans la question, vie. Et je vais if you're commencer okay with peut-être that. par une première question. Ça vous va? From On y va? Lilian Carré. Lilian Carré That is nous in pose this une room. question dans cette salle. Let's go. Voilà, on y va. I guess I need this now. Oh, I'll translate it. Yeah, now go ahead. Okay. Ça fait bizarre de vous voir. Et j'avais une question pour vous. Quel est votre premier souvenir de natation? Où, quand et avec qui? My first memory of swimming with whom and when? Avec qui? Quand? Première fois que je I me would suis mis à la say it's natation, je probably dirais que when my mom C'est put sûrement me into the water for ma water mère. safety. Lorsqu'elle m'a mis I à learned l'eau to swim when I was 7 et years old. j'ai and appris the rest was kind of à history. nager à 7 ans. Le reste, c'est de l'histoire. followed in the footsteps of my 2 older J'ai suivi en sisters. fait mes 2 grandes They were sœurs. 5 and 7 years, or they are 5 and 7 years older than me. Elles ont 5 ans et 7 ans So I respectivement de plus que moi. constantly watched them Et donc swim. moi je les I was regardais always lorsqu'elles around the nageaient. pool. I was J'étais always toujours playing près des around the pool, bassins, je and m'amusais autour my des mom bassins. literally Et just wanted us ma to be mère, water safe, elle and s'est that dit, was bon, it. faut She qu'ils just wanted us to sachent know how to swim nager, in c'est case tout. anything Au ever happened. cas où, on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on So est yeah, dans I l'eau. got into the water Et with a donc, woman named Miss c'était ça. Kathy. J'étais avec Miss And Cassie, c'est le nom de cette femme, she dans l'eau, put avec me moi. on my back at Et en fait, first pour commencer, elle m'a mis because sur le I dos didn't like to get my face parce wet. que moi, je voulais So, pas du tout d'eau sur mon visage. She allowed me to get Donc, comfortable on my elle m'a back. permis And de then me over sentir à time, l'aise I sur le dos naturally déjà, puis just peu à flipped peu, over. et c'est naturel, And je me suis overcame that retourné. fear and, Et yeah, I j'ai guess I was réussi off à to the surmonter races la at that peur point. de l'eau sur mon What was visage. the how was the young bien. Michael Phelps when you were Et le like jeune 8, 10? Michael Phelps, c'est ressemblé à quoi? Je ne sais pas, à 10 ans par I couldn't exemple, ou sit 8 ans. still. I Bon, wouldn't stop talking. Je bougeais toujours, je parlais I mean, tout I le had an temps. abundance of energy. Comment dire? J'étais plein I was d'énergie. honestly, Et most of the time I franchement, was getting in trouble. généralement, ça When I m'amenait would go des to the ennuis. swimming pools during the J'allais summer, I à la spent most of piscine my en time été. underneath of the lifeguard stand because puis, they were always yelling at me because I was playing too Généralement, hard. So, qu'est-ce que j'entendais? Toujours des but I think at reproches that parce point, que you know, when I je when I bougeais first got into constamment, the sport of je swimming, criais trop fort. Mais enfin, lorsque you je know, suis I was arrivé just- à ce sport, à la I natation, was just eager. I liked the j'avais une forte envie. competitiveness of it, J'avais une and, forte envie de ce I sport found out very parce early that I que don't like j'avais to envie de lose. concourir. So, J'ai appris rapidement that qu'en kinda fait, je n'aimais took off a little pas later in my perdre. career. Bon, When ça, you look at your c'est venu un younger peu self, plus you can tard dans figure ma out carrière. who you were Maintenant, en going to regardant le become, right? rétroviseur, tu savais déjà Yeah, I mean, qui tu voulais maybe. devenir? You Bah, know, un I petit think peu, back oui, then, you peut-être. know, when I really À started into l'époque, my lorsque career, j'ai it vraiment was kind of commencé just ma carrière, how fast can I go? je me and disais, how il faut que fast can I j'aille get à there? toute vitesse. Et à quelle vitesse je You know, peux it was faire kind of like quelle my coach would distance? say Voilà. jump, and I Mon would say how entraîneur high. me disait, So allez, that's saute. kind of Et je just disais, the allez, kid hop. that I was. Voilà, c'était le genre de gamin que j'étais à You were l'époque. very precocious when Et you started lorsque tu as swimming.
commencé was la very what? natation, You were very, tu, an comment early, dire, Yes. tu sorry. étais très talent. précoce, Sorry. c'est No. ça. Hard to translate from French. Yeah, J'essaie de it traduire was moi-même in English, mes it questions was. en anglais, donc You je fais au actually mieux. made Eh it to bien, the Olympics tu as extremely, réussi early, très when you were 15. rapidement, à 15 And what ans, was it à passer like au to niveau be, Jeux so olympiques. young and Qu'est-ce qu'on just ressent à ce that- moment-là quand on est si jeune Well, I et qu'on think, obviously I participe aux kind Jeux of olympiques? excelled in the earlier stages of Eh my bien, c'est vrai career que to très get rapidement, to j'ai décollé the national et level j'ai very réussi à fast. niveau national I déjà was très 15 rapidement. years old J'avais when 15 I ans, made, c'est vrai, or 14 years old when I made ou Olympic 14, trials. lorsque And then I made the j'ai Olympic team at 15 commencé avec les years plus old. grands concours, puis ensuite 15 ans, c'est Yeah, vrai, I les was Jeux olympiques a kid pour moi. in a candy J'étais store, but I was also un a deer gamin. in headlights, Un right? gamin, c'est that's vrai, something I never dans un had magasin de experienced bonbons ou before, alors being comme un on the lapin devant les phares d'une international voiture. Voilà, les and deux going to the sentiments. Olympics at Et 15, les Jeux olympiques à l'âge de let's 15 just ans, say I wasn't as comment dire, prepared as I would je have liked to n'étais be. pas aussi préparé que j'aurais dû l'être ou que j'aurais I voulu ended up l'être. Et ce qui s'est showing passé, up for c'est the finals que race, je suis and I arrivé à la didn't course tie my suit. I finale just forgot to et tie my puis j'avais oublié luckily de enough, racing bien suits are mettre very tight, so they don't ma move. combinaison. But, I mean, I think Généralement, at that bon, ça point, bouge it pas just beaucoup, mais shows you that j'avais quand même I was just à la very mettre un peu inexperienced. mieux parce que j'avais pas Swimming d'expérience. with Et some of the greats and some of the most quand iconic on swimmers nage on the planet. avec les plus And grands for noms me, sur Terre, c'est ça qui arrive. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je regardais tout le monde autour de moi et je me concentrais peut-être pas assez sur ce que j'aurais dû faire. Et j'ai utilisé justement cette motivation et ça m'a permis de m'améliorer l'année suivante. Et directement, j'ai fait le saut dans le grand bain. Et généralement, après les Jeux Olympiques, les athlètes, ils s'arrêtent. Et pour moi, en l'an 2000, je ne me suis pas arrêté, pas un seul jour après la finale. Le jour suivant, j'étais encore dans l'eau à m'entraîner. Et ce que mon entraîneur a écrit ce jour-là, bon, je m'entraînais tous les jours, on avait à chaque fois ce qu'on devait faire, l'échauffement, etc., la préparation. Et généralement, on nous donne une petite citation. Et pour cette journée-là, je m'en souviens, il y avait marqué WR. Je me suis dit, waouh, WR, 15 ans, WR. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, WR, ça veut dire en anglais World Record, record mondial. On va le faire. Je me suis dit, pourquoi pas? J'avais juste 15 ans. Je me suis dit, record mondial, quelle distance? C'était en papillon 200, je crois. 200 mètres. Bien. En tout cas, 6 mois plus tard, ce qui est certain, c'est que j'ai été dans l'équipe pour le championnat du monde et j'ai battu le record mondial. Et puis 200 mètres papillon, 2001, puis 6 mois après, premier championnat du monde, encore battu le record mondial. Avec un Français et avec Franck Esposito. Tout à fait. On a nagé ensemble pendant vraiment. Et, voilà. Et il respirait toujours de côté, je me souviens. C'est toujours étonnant de le regarder comme ça. C'est vrai. À l'époque, il était très connu. C'est vrai, je me souviens de mon premier championnat. Et en tout cas, je crois qu'il a fait 1,55, quelque chose comme ça en demi-finale. Et je me suis dit, oh, avec un gros M. Bon, désolé pour ce mot. Mais en tout cas, on s'amusait. On s'amusait à chaque fois qu'on nageait ensemble pendant des années. C'est vrai, à 16 ans, vous avez été championnat du monde. C'est très tôt aussi, n'est-ce pas? Et ouais, ça arrive, des choses qui arrivent. Et puis, ensuite, vous êtes passé à Barcelone, 2 ans après, c'était un cycle. Et vous avez gagné quoi, 3 ou 4 médailles d'or? Je ne me souviens pas exactement, je ne sais pas combien, mais en tout cas, bah oui, vous en avez tant gagné, c'est vrai. Mais en tout cas, cette semaine-là, pour moi, c'était un peu comme quelque chose de nouveau, parce que je commençais à battre les records du monde pour tous les nages. Par exemple, en 2003, je me disais... Tiens, en 2003, je vais battre un record du monde peut-être. Et puis, j'avais aussi le 4 nage, voilà, toutes les courses qui m'intéressaient. Et puis, 2 Jeux olympiques incroyables. J'ai les chiffres, bon, tu les connais, vous les connaissez les chiffres, j'imagine. C'est vrai. Mais en tout cas, à Athènes et puis Pékin, 16 médailles olympiques et 14 en or. Bon. C'est plus que le Brésil et l'Espagne et le Canada pour une seule personne, sur une seule tête. C'est incroyable. Eh ouais, ça peut arriver aux Jeux Olympiques. Et donc, comment c'est possible de faire ça?
Mais je crois que, comment dire, c'est facile de dire que j'étais préparé, mais c'est ça. Moi, ce qui a compté pour moi, c'est que pendant 5 ans, 6 ans, je me suis entraîné tous les jours, 365 jours par an. Les dimanches, oui, 2 fois, 3 fois parfois dans la même journée. Voilà. Je voulais faire ça parce que je voulais absolument faire quelque chose que personne d'autre avant moi n'avait fait. Je devais donc me préparer et voir les choses différemment par rapport à une autre personne qui serait préparée différemment. Et pour la natation, généralement, on prend un jour de repos. Les nageurs vont vous dire c'est 6 jours par semaine simplement. Mais lorsqu'on prend un jour sans rien faire dans le sport, il faut 2 jours pour revenir au score qu'on a fait avant. Si donc on se repose le lundi, il faut attendre mardi pour être à la forme qu'on avait samedi. Voilà, moi je me suis dit je ne vais pas laisser tomber ces jours-là. Je me suis dit je vais faire le sacrifice parce que je veux saisir toutes les occasions qui me sont offertes pour faire quelque chose vraiment d'incroyable. Et il y a des jours, bien sûr, où je n'avais pas envie de me lever. Des jours où je me suis dit, oh là là, j'arrive à peine à marcher. C'est vrai, à 100%. Mais en tout cas, ce qui a compté pendant ces journées-là pour moi, c'est de faire des petits pas, des tout petits pas, pas 100% d'un coup. Mais je me suis dit peut-être 5% aujourd'hui, peut-être 10%, peut-être 50%. Enfin, ce qui compte, c'est ce petit pas vers l'avant et pas vers l'arrière. Et c'est ça qu'on a fait pendant longtemps. Ça veut dire que les autres nageurs sont un peu feignants? Non, non, ils ne sont pas du tout feignants. Moi, je dirais que les autres nageurs n'ont peut-être pas envie de sacrifier absolument tout ce qu'ils ont, pour s'offrir ces chances. Alors que moi, je voulais le faire. Et je savais que si je ne faisais pas ça, quelqu'un d'autre sur Terre était en train de le faire ou l'aurait fait. Et ils auraient été mieux préparés que moi. Voilà, j'ai voulu m'offrir cette occasion, m'offrir cette chance. Et je savais que tout ce que je faisais dans les bassins, c'était quelque chose que moi, je pouvais contrôler. Je pouvais contrôler ma préparation, contrôler la quantité de sommeil, les calories que je voulais ingérer, l'eau que je bois tous les jours. Voilà, tout ça m'aiderait à m'améliorer au quotidien. Parce que mon corps, c'est un peu comme une voiture de course. Si je demande à mon corps d'être une Ferrari tous les jours, est-ce qu'on va mettre du sans-plomb dans le moteur? Non, 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 il faut démarrer au quart de tour. Donc, si vous êtes une voiture de course, il faut être prêt pour ce genre de course. Et c'est ça qu'on a développé très jeune, c'est-à-dire reprise après l'effort. Et Bob, notamment, il m'a appris tellement de choses. Bob, c'est mon entraîneur, hein, et il m'a parlé de se fixer des objectifs à court terme, long terme, des objectifs très détaillés. Et lorsque je me levais, les jours où je ne voulais pas me lever et sortir du lit, je me disais « Ah, pourquoi tu dois te lever? Ah, pourquoi tu dois aller dans les bassins? Ah, pourquoi je dois me jeter dans un bassin qui est gelé ?» Parce que je me suis fixé des objectifs qui sont très importants. On a travaillé avec une méthode de visualisation. Ça veut dire que moi, je me préparais pour essayer d'envisager le déroulement de la course et là où ça pouvait aller, là où ça pourrait aller différemment. Que se passe-t-il si il y a un problème? Que se passe-t-il si je me déchire le maillot? C'est arrivé, voilà, ce genre de choses. Et ce qui compte, c'est si, par exemple, vous êtes en plein train de nager et que ça arrive, votre énergie part tout d'un coup. Tout d'un coup, vous êtes en train de vous concentrer sur un tout petit truc. Et il est arrivé un moment où je me suis dit, ah d'accord, je me suis déchiré là, c'est pas grave. Bah, j'ai un autre maillot à mettre. J'en avais toujours 2. J'ai toujours 2. J'ai toujours aussi 2 paires de lunettes, 2 protections pour la tête aussi. Qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, quelque chose d'autre ne fonctionne pas? Vous êtes né en 85, c'est vrai. Donc, vous aviez 18 ans, 19 ans et vous pensiez déjà comme un adulte. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, vous étiez plus mûr que les adversaires. Bien, je crois que j'ai été obligé de grandir rapidement parce que je nageais avec des personnes plus âgées que moi. Et lorsque j'étais en équipe nationale, j'étais le plus jeune. J'avais 15 ans. Et je ne sais pas, il y en avait d'autres qui avaient 42.
Donc vous voyez, il y avait tout type d'âge dans mon groupe au niveau national. Donc c'est vrai, d'une certaine façon, j'ai été obligé d'accélérer les choses un petit peu. Mais vous savez, ce qui compte, c'est d'être préparé en fait. Et Bob et moi, on disait toujours, il faut être surpréparé parce que comme ça, on a tout couvert, on a les points sur les i, comme on dit, ou les barres sur les t, et tout va bien. On sait donner les meilleures opportunités de gagner. Et voilà, donc on pense à tout. Mais on pense jamais à tout. Mais vous avez réussi. Alors maintenant, on va parler d'état d'esprit. Je crois que c'est Muriel qui nous a posé une question. On va vous poser une question. État d'esprit avant la course. Grosse partie de la course se passe dans la chambre d'appel. Que vous disiez-vous, que ressentiez-vous avant une grande finale dans la chambre d'appel? Eh bien, quand je me déplace vers les blocs de départ de la piscine, il y a ça qui se passe dans ma tête. En fait, zéro. And the reason for that is Pourquoi? there's nothing that I Eh can bien, parce qu'il change n'y a at that very rien moment. à cet instant précis que je puisse I can't change my changer. preparation. Je ne peux pas changer mon état de préparation. I can't think about my stroke. Je ne peux pas réfléchir à ma I nage, just got to get in à the ma water and technique. let Je it dois rip. juste aller You dans know, for l'eau me, when I'm behind the et block, foncer. Vous I'm savez, in quand my je suis own derrière le bloc zones, de départ, right? je I suis dans have ma my propre headset on, bulle. I'm listening J'ai to mes music, I'm trying to écouteurs, stay as calm as I je can écoute la possibly musique, be. j'essaye de rester aussi And calme que possible. Basically, when the headset Et en comes fait, off, it's quand like, j'enlève let me out mes of my écouteurs, cage. eh bien là, Like, I'm just on ready me to sort de go. la cage. Je suis prêt à foncer. Competing was one of my Et favorite things. concourir, c'était quelque I chose que je absolutely préférais loved it. parmi toute autre I activité. was Je a voulais shark and vraiment smelled blood water, prendre part à des and I compétitions. was always J'étais going. vraiment quelqu'un qui But fonçait, yeah, I think un it's, requin you know, qui I sent think le it's sang the dans l'eau. time where you're Et not donc, vous prepared savez, is lorsque vous n'êtes when pas all of those préparé, extra thoughts c'est go quand? into your Eh bien, head. c'est quand il y a tout un Right? foisonnement Should I d'idées have dans done votre more esprit. work? Did I J'aurais not dû faire do enough? davantage Did d'efforts. I Est-ce que je blah, n'ai blah, pas blah, assez blah, blah. fait Where I think d'entraînement, if etc. Tout ce you're actually remue-ménage. prepared, you're Alors able qu'en to fait, si be vous êtes in that préparé, moment. vous êtes en Right? mesure I de think back to vraiment dans ce 2008 moment where présent. I feel En like 2008, time slowed je down. me souviens qu'à cette where I was époque, in the le temps matrix fait un peu because I was ralenti. prepared. J'étais dans une sorte de Right? Like matrice I mean, parce que there's justement nothing else j'étais that I could have done préparée. Il n'y avait rien to d'autre get que j'aurais myself pu ready for those faire Olympic Games. pour me préparer pour So ces yeah, I Jeux typically olympiques. had very Généralement, minimal in my head. j'avais très peu qui se passait dans mon esprit à ce moment-là. Donc vous ne tentiez pas vraiment de sauver les apparences ou de livrer des impressions mémorables. Oui, les Français tentent de le faire. Oui, mais moi, vous savez, je n'ai jamais commencé à parler mal ou de manière vulgaire ou autre. Si je suis préparé, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, mon objectif, c'est de battre les records mondiaux. Chaque record mondial, je devais le battre. Et si je pensais que j'allais pouvoir, eh bien, c'était ma conviction profonde. Donc, votre conviction se fonde peut-être sur une résignation à l'idée de pouvoir battre un record. Eh bien, honnêtement, j'en savais davantage sur mes compétiteurs qu'ils n'en savaient sans doute sur moi, mais en définitive, je tentais vraiment C'était une course contre la montre, en fait, parce que si je n'atteignais pas mon record, j'allais être contrarié. Même si je gagnais l'or, je me disais parfois, oh ben, tu peux faire un retour en arrière et voir qui avait été le plus rapide en 2008, mais ça va me contrarier. Je vais me dire, mais j'aurais pu être plus rapide. Un 50, au lieu d'un 51, une minute 51. Et donc j'étais prêt à me dépasser, à dépasser ce record, et si je l'ai pas réussi, eh bien ça me contrarie. C'est ainsi que fonctionne mon esprit, c'est ainsi qu'il a toujours fonctionné. Eh bien c'est vraiment très remarquable, très différent sans doute que notre état d'esprit à nous tous dans la salle. Peut-être que nous pourrions parler un peu de vos grandes courses, compétitions, natation, et peut-être qu'on pourrait se concentrer sur Beijing. Donc, la deuxième médaille d'or, c'était le relais 4 nages avec le Français. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette compétition? Elle était perdue? Eh bien, nous avons entendu certaines choses qui ont été dites durant les préparations. Et écoutez,
nous avons une superbe séquence et moi je peux revoir cette compétition à répétition et vous décrire exactement ce qui s'est passé. Nous étions au bon endroit au bon moment. Et vous savez, je pourrais vous raconter cette expérience de 5 ou 10 façons différentes quant à la manière dont j'aurais pu changer l'issue de cette compétition, mais en définitive, je suis content d'avoir pris part à cette compétition. Il a surfé sur la vague et voilà, il a réussi. Mais si vous regardez les 10 derniers mètres de cette compétition, les 5 derniers mètres, Bernard, il se tourne comme ça et il regarde sous l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait durant cet instant-là? C'est qu'en fait, votre corps est en ligne droite et vous faites un 30 degrés. Et donc naturellement, ça va vous ralentir, n'est-ce pas? Donc votre position corporelle est complètement détournée. Et donc, si vous restez droit, bien sûr, vous allez continuer de foncer. Alors, il y a quelques aspects qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que moi, je me concentre toujours sur moi uniquement. Parce que si je me concentre uniquement sur moi, eh bien, ma compétition, elle va se développer comme elle se doit. Peu m'importe ce que la personne fait à ma droite, à ma gauche, je ne peux pas contrôler leur manière de nager ou je ne peux pas contrôler comment elle se prépare. Par contre, je peux me contrôler la manière dont moi, je me prépare. Et si je fais mon travail comme il se doit, eh bien, ce qui doit se passer se passera. Tout s'est bien soldé finalement à la fin de cette compétition. On était au bon endroit au bon moment. Vous savez, bon, la vengeance est un plat qui s'est mangé 4 ans plus tard. Yanni est revenu et il a dépassé Ryan après. Donc voilà, chacun a son moment à vivre. Et ça, c'était donc la deuxième heure Beijing. Bien sûr, quand on a vu le total et medal à 4 heures du matin, heure des États-Unis, non, c'était plutôt prime time aux États-Unis et 4 heures du matin en France. On était ravis de voir ce qu'il était. Vous étiez plus que ravis. Vous vous êtes dit que peut-être vous n'alliez pas réussir ce 8. Eh bien, écoutez, il restait 50 mètres. Donc, je me suis dit, bouf, eh bien, voilà, sacré effort. Ça fait même pas 2 compétitions et on sera déjà cuit. Donc, en fait, honnêtement, j'ai pensé que c'était de l'ordre du possible dans les 20-25 mètres qui restaient. J'ai vu Bernard qui se rapprochait de moi et je me disais que si Jason était au bon endroit, eh bien, on avait la chance peut-être de la remporter, cette compète. Et il faut vraiment attendre que tout soit un peu officiel avant qu'on attende les résultats. Donc, on était là assis, on aurait pu entendre une mouche voler. Et c'était vraiment toute une compétition, vraiment une sacrée compétition, peut-être un des relais les plus importants de l'histoire. Absolument. Et c'était vraiment très, très populaire aux États-Unis, ce résultat, ce relais. Absolument. Vous pouvez le redire. Aux États-Unis, c'était tout un relais historique. Et ensuite, je dirais, non pas facilement, mais vous avez obtenu 4 médailles d'or. Et ensuite, de laquelle on parle maintenant? Oui, on arrive aux 100 mètres papillon. Alors, à un moment précis dans votre histoire, c'était la 7e ou la 5e à mi-chemin. Alors, les 100 mètres papillons. Je me souviens que Bob et moi, nous nous disions où est-ce qu'on doit être après les premiers 50 mètres dans le relais. Et en disant ça, je savais que Michael Kavek avait beaucoup de force, et Ian Crocker a beaucoup de force également et de rapidité. Ils sont tous les deux à l'extérieur. Alors je me disais, ces deux types, il faut vraiment, ils sont très rapides. Je dois continuer de contrôler ma nage, ma technique, et si j'arrive à la taille de Kavik au tournant, eh bien je gagne. On se dit, si on arrive à 24-0-0 ou plus, eh bien je gagne la course. On était passé à 24.01. On a gagné la course par 1 centième. Donc, bon, on aurait pu être plus rapide encore, mais vous savez, cet exploit a été vraiment pratiqué et je me suis entraînée à répétition parce que je voulais m'assurer que si je touchais le mur à mi-chemin d'un coup de bras, j'étais dans un élan où je n'allais pas devoir me relancer depuis le départ. Parce que quand vous devez repartir au point de départ alors que vous êtes face aux vagues de la piscine et du bassin, c'est brutal. Et donc là, j'ai pas eu à faire
En fait, j'avais pas terminé ma technique de nage avant de toucher le mur et il fallait que je mette tout mon effort pour arriver au mur avant de faire avant de tourner. Nous avions vraiment... nous étions entraînés pendant nos séances de formation pour vraiment terminer, même si j'ai pas terminé mon coup de bras, mais je dois terminer quand même. Et donc, ce qui est important, c'est la force, c'est ça qui va vous arrêter. Donc, j'avais assez de force pour arrêter avant qu'Alix m'arrête avant qu'Alix. Mais si vous voyez cette compétition, les 5 derniers mètres, son corps, il monte un petit peu, il essaie de gravir les vagues du bassin. Donc, il lève son bassin dans les vagues de l'eau. Et honnêtement, je pouvais sentir l'eau m'éclabousser sur mes bras, mes mains, à mesure que j'arrivais au mur. Et je sentais bien que vraiment, ça allait se jouer au moment où on touche le mur. Et donc, vous venez de ça si clairement, quand vous remémorez vous racontez cette compétition, vous vous en souvenez très clairement. Oui, je me souviens que quand j'ai fait cette demi-coup de bras, je me suis dit, ça aurait pu me faire ça aurait pu me coûter la compétition. Si j'avais terminé en voulant faire vraiment un coup de nage complet plutôt que demi, j'aurais perdu de quelques secondes. Vous savez, il y a une scène où on sait qu'avec un autre nageur, vous avez presque touché le bord en même temps à quelques fractions de secondes. Et vous savez, cela montre à quel point la technologie évolue dans le monde des sports. Les systèmes de chronométrage se peaufinent et on peut arriver à des millièmes de secondes. On a des vidéos où on peut voir vraiment un cadre de l'image à la fois. Et ça montre vraiment à des millièmes de secondes près qui a gagné. Donc je m'en réjouis, bien sûr. Donc les Serbes au début, ils contestaient les résultats. Après, quand les résultats ont été communiqués, il n'y avait pas de protestation. Kabik n'a pas protesté. Oui, vous lui posez la question aujourd'hui, peut-être sa réponse sera différente, mais je pense... Enfin non, je ne veux pas parler pour lui, mais après la compétition, tout allait bien. Et je pense même que l'année d'après, c'était encore mieux, parce que nous sommes allés aux championnats mondiaux de 2009. Vous étiez en colère durant cette compétition. Oui, j'étais en colère. J'étais en colère pour une raison, parce que mon compétiteur me disait qu'il avait un plus beau maillot que le mien et que je devais porter son maillot de bain. Bon, ce compétiteur, il est arrivé en deuxième, encore une fois, donc le maillot n'y était pour rien. Alors, encore une fois, c'est votre nage en définitive qui parle et votre énergie émotionnelle qui vous porte et pas qui vous fait parler. C'est toujours ainsi que j'ai agi. Si c'est qui vous êtes, très bien. Soyez qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas vous-même, ça ne va pas vous aider. Utilisez votre énergie pour vous faire avancer dans le sport. Si quelqu'un va mal me parler, eh bien... vous savez quoi? À la fin, cette personne va devoir avaler ses paroles négatives. Et je vais m'assurer que ce soit le cas et je serai là pour être témoin de ces mauvaises paroles qui se retournent contre lui. Vous savez, quand on a regardé cette course en 2009, vous étiez en colère parce qu'en fait, vous n'aviez pas ce maillot-là, et Speedo, etc. Il y a eu toute une controverse cette année-là. Oui, et c'est pourquoi on a interdit ces maillots peu après cette esclandre. Parce que vous savez, les maillots, en rétrospective, il y a des personnes qui portaient 2 maillots en même temps. Ça vous permet de flotter davantage dans l'eau. Et donc, ça vous aide. Quand vous êtes fatigué à la fin d'une course, vous êtes fatigué, votre corps, il ne fait pas un creux dans l'eau. Il reste en flottaison, droit. C'est pas fair play. Il faut vraiment assurer un terrain d'égalité dans les sports. C'est pourquoi ils ont interdit ces maillots. Après, tous les manufacturiers de maillots, tous les nageurs doivent respecter la règle. Je crois que le record mondial de Bob Bowman n'a pas été encore battu. Qui va le battre? Eh bien, c'est une personne sur la planète qui pourra aller en dessous de 1,42. C'est sans doute Popovici.
46-9, 47-0, 47-1, 47, 47-2 en 100 mètres 4 nages. Ça serait lui. Moi, je suis tout ça de près, oui. C'est vraiment une star pour... Oui, écoutez, moi, je l'ai vu durant les Jeux olympiques de 2006. Et de voir quelqu'un nager aussi efficacement que lui, c'est incroyable. Vous savez, ses techniques de nage sont excellentes. Il a vraiment un naturel en natation. Et il n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se renforce et qu'il nage encore plus vite. Attendez qu'il arrive à 19 ans, vous verrez. Il a encore un peu de chemin à parcourir. C'est un des plus favoris pour les 100 mètres, les 50 et les 200 mètres, oui, bien sûr. Absolument. Une autre question, vous dites que parfois on est en colère ou ravi, ou il y a d'autres émotions à l'issue de certaines compétitions. Il y a Nicolas Martel dans cette salle qui a une question. Déjà, c'est un grand honneur de vous poser une question, déjà, de vous rencontrer. Et donc, vous avez eu de nombreuses victoires. Qu'est-ce que vous ressentiez lorsque vous étiez victorieux, que vous gagnez une médaille d'or? Est-ce que c'était de l'euphorie? Est-ce que vous aviez des surcharges d'adrénaline? Vous en vouliez encore plus? Yeah, great question. Eh bien, merci d'avoir posé la question. Elle est excellente. Kind of always tell how Bon. Comment dire? Désolé. Alors, je disais, après une course, c'est facile de se dire ce que l'on ressentait. Si je bats un record du monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crache un petit peu d'eau en l'air. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est comme ça, pour montrer que, ouais, voilà, ça y est, j'ai réussi. Ou alors, je donne une claque à l'eau dans le bassin, quelque chose comme ça. Si je suis déçu, ça se voit à mon visage. Je sors très rapidement du bassin, je veux parler à personne. Donc, je sais pas, gagner de l'or, en tant qu'Olympien, il n'y a pas mieux. Parce qu'on sait tout le travail qu'il a fallu pour arriver là. Ce n'est pas 1 an ou 2 ans, il faut généralement 4 ans pour l'équipe. Mentalement, physiquement, point de vue émotion. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a engrangé la médaille, comment dire? Eh bien, c'est super parce qu'on sait qu'on a bossé, ça a servi à quelque chose. Et on se dit, ah, c'est vrai, il y a des fois... c'est difficile, on n'arrive pas à s'arracher un peu, etc. Et là, tout d'un coup, vous êtes récompensé. Et c'est une sensation fabuleuse. Si je n'atteins pas mon objectif ou la médaille d'or, c'est vrai que ça peut me gêner, ça a pu me gêner. En 2016, par exemple, en 2016, dernière course ou avant-dernière, 200 mètres, je me suis dit, tiens, je vais battre le record du monde. Je me dis, oh là là, eux, ils vont 1,54, ils font du 1,54, moi je vais faire un 53. Et j'ai touché la paroi, je me suis dit, oh là. Et j'ai vu mon score et je me suis dit, après, c'est vrai, j'avais gagné déjà ce genre de course ailleurs, mais je voulais le record mondial, en tout cas, c'est ça qui compte. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, il y avait déjà toutes les médailles olympiques. Oui, c'est vrai. Cap nage notamment. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a fait aussi souvent que moi. En tout cas, bref. Bon, fait, c'est vrai aussi. Il y a des fois, on arrive deuxième, c'est ce qui vous est arrivé. Et dans ce cas-là, oui. Qu'est-ce qui fait le plus mal? 2012 peut-être, le 200 papillons ou une autre? 2012 pour moi, ça fait mal. Ça c'est vrai, c'était douloureux. Et c'est pas simplement le 200 papillons, hein, c'est les Jeux Olympiques qui commencent à 4 heures du matin. Et puis je crois que j'ai réussi à arriver jusqu'en finale, j'étais 8e. Et puis après j'ai fait 5 100 centièmes. Voilà.
Vraiment, là, j'ai eu du mal. En tout cas, je n'étais pas préparé pour cette course-là. Je le savais, en fait. Et en fait, on a nagé à ce moment-là complètement différemment pour ces 4 nages individuelles. Et c'est vrai que je ne sais pas, moi je me suis peut-être concentré sur le dos plutôt qu'une autre nage. Et c'est peut-être la course que j'aime le moins. Parce que quand je parle de préparation, je dis toujours que j'étais très très bien préparé. Si j'avais gagné la première, deuxième ou troisième, ou même la dernière course, ça n'aurait pas marché. Ce qui compte, c'est que, franchement, j'ai eu ce que j'ai mérité. Simplement. Je ne m'étais pas assez préparé. Peut-être que Chad le méritait. Oui, c'est vrai, Chad méritait cette médaille. C'est lui qui avait le plus travaillé. En tout cas, cette année-là, c'est vrai. Mais 4 ans plus tard, j'ai pris ma revanche, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Les 2 qui vous ont battu, Joseph Colling et Chad de Clos, ont gagné simplement une médaille olympique. Eux. Donc, voilà, ils l'ont fait et c'était fini. Chad, il est toujours là, je crois. Mais je crois que l'autre nageur a arrêté. Bien. We talked about London, and you said that it was pretty tough for you. You didn't like those Olympics. I mean, you didn't like them. There's a question about what it felt to. On a reçu une question aussi concernant, après Pékin, notamment, de Patricia, de motivation, se remotiver. Patricia va nous poser la question. The microphone's not working for the interpreters. I'll do it. No, you're good. Yeah. It's tough to stay. Oh, pardon, pardon, Patricia. It's very tough to stay at the top, and so there's 8 medals in Beijing. How did you get the motivation to go on? Eh bien, après 2008, motivation à zéro. Et je me suis dit non, plus de ce sport, pas pour l'instant. Et en fait, la raison, c'est que j'avais déjà réussi à atteindre mes objectifs. Je m'étais dit, je veux faire quelque chose que personne d'autre n'a fait avant. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qui suis-je? Où vais-je? Et à ce moment-là, j'ai perdu l'intérêt que j'avais dans la natation. Je faisais un peu semblant pendant un an et demi après 2008, c'est-à-dire en 2009, en 2010. Là, j'étais un peu à la marge. Je sautais une semaine ici et là, puis après je revenais pendant un mois. Et puis pendant un an et demi avant Londres, là tout d'un coup, j'ai mis le pied vraiment sur la pédale jusqu'au plancher. Et là, j'étais dingue dans ma préparation. Donc, après Londres, au moment où j'ai pris ma retraite, c'est là que je me suis dit, il faut que je m'arrête, il faut que je pense à moi. Parce que pendant toute ma carrière, ça n'avait jamais cessé. Chaque fois, c'était vas-y, pendant 23 années d'affilée. Et là, ça m'a permis de réfléchir aux choses. Peut-être qu'il fallait que je me reprenne parce que j'étais crevé, donc j'ai tout envoyé valser. Je suis revenu ensuite, j'ai retrouvé ma concentration, le désir, l'amour que j'avais pour la natation et je me suis dit, retournons-y. J'ai appelé Bob, 2 heures du matin, je crois, 3 heures du matin. Moi, j'étais côte ouest, il était côte est, donc je l'ai réveillé, évidemment. Et je lui ai dit, je crois que je veux faire mon retour. Et il m'a dit, tu ne peux pas me rappeler demain matin? Je lui ai dit, OK, très bien. Je l'ai rappelé le lendemain. Et puis, on était prêts, lui et moi. Donc j'ai fait mon retour. Et puis je me souviens, Bob, il a dit, maintenant, on va faire les choses comme moi je le veux, parce que sinon tu vas perdre ton temps et me faire perdre le mien. J'ai dit, OK, on y va.
Et c'était avant les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Et là, cette remontée, c'était l'une des remontées les plus fabuleuses, les plus simples aussi, parce que j'étais complètement présent. J'avais la passion, j'étais pleinement dans la natation. Tout d'un coup, j'avais le feu de Dieu et je me suis dit, finir à ma façon. Je voulais pas finir comme avant. Je voulais pas me baser simplement sur les résultats que j'avais eus à Londres. Je voulais pas me poser la question après, et si, point de suspension, et si, 20 ans après, et si j'avais travaillé un peu plus. Non, je voulais question du « et si », point de suspension. Je voulais me dire, c'est moi qui vais écrire la dernière page. Et c'est ce que j'ai fait en 2016. J'ai écrit la dernière page. Et j'ai réussi. Et comme je l'ai dit, j'ai eu de très bons résultats. Puis il y avait mon premier enfant qui était là et qui me regardait. Oui, effectivement. Quelle remontée. Bon. Vous avez appelé Bob milieu de la nuit. Quand est-ce que c'était? Je ne sais pas. En 2013 ou 2014? 2013, 2014 peut-être, à Noël environ. Et j'avais pris beaucoup de poids. Ça n'a pas été facile de perdre tout ce poids. Et ces 6 semaines ont été vraiment brutales parce qu'il n'y avait rien d'amusant. C'est vrai. Vous en avez parlé. À cette époque-là, tout était difficile pour vous. Bon, on va en parler un peu. Mais là, vous nous parlez de votre carrière, des moments les plus agréables, mais il y a eu des bas. Bien sûr qu'il y a eu des bas. Je crois que Ludovic Talman a une question à nous poser. Et justement, concernant ces bas. Ouais. Bonsoir. Tout d'abord, merci de vous livrer de cette manière-là, en fait, et d'exprimer un peu toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer mentalement. Et ma question est en lien. Selon vous, de votre expérience et du documentaire que vous avez réalisé, à partir de quel moment dans la carrière d'un sportif il faut se préoccuper de ça? Et on sait que beaucoup de structures, beaucoup de clubs n'ont pas les ressources non plus pour s'en occuper. Donc, est-ce que c'est au coach de s'en occuper au risque que en fait, la relation liée à la performance soit altérée? Eh bien, je crois que c'est tout le monde qui doit s'intéresser à cette question. Moi, j'y ai beaucoup pensé, bien sûr. J'ai regardé les dernières années de ma carrière, notamment, plus particulièrement. En tant qu'athlète, on passe beaucoup de temps sur le physique. Se renforcer, être plus rapide, plus fort. Et on oublie souvent l'aspect mental. Alors, comment justement s'occuper plus du mental, comme on le fait du côté physique? Parce que si on le fait, si on s'occupe plus du mental, pour moi, c'est un peu comme devenir un super-héros, parce que personne d'autre le fait. Il y a peu de personnes qui font ça, franchement. Alors, il faut voir les choses de loin, je dirais. Et plus les gens sont ouverts pour en parler, plus les gens se disent « Ah, c'est la réalité ». Depuis 3 ans, depuis la Covid, je me dis la santé mentale apparaît encore plus et partout dans le monde entier. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, les gens prennent du temps pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur santé. Et je ne sais pas si c'est à l'entraîneur de faire cela. C'est difficile de dire. Je ne sais pas si moi, j'aurais voulu que mon coach m'en parle, mon entraîneur m'en parle, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Et à la fin de ma carrière, j'ai vu des thérapeutes, des amis qui m'ont aidé, des personnes qui m'ont soutenu, un réseau de soutien qui m'a aidé. Et je crois que c'est ce qu'il faut encourager. Il faut s'encourager les uns les autres. Quand quelqu'un passe par un moment difficile, il faut trouver la personne avec laquelle vous pouvez parler. À l'écoute pour parler ce genre de choses. Parce que sinon, lorsqu'on met tout dans des boîtes séparées, qu'on continue son petit bout de chemin, ça devient difficile. Je ne sais pas si l'entraîneur, c'est la meilleure réponse, mais en tout cas, il faut des moyens, des chemins nouveaux pour obtenir l'appui dont on a besoin dans ce cas-là. Mais il faut une personne vraiment particulière qui accepte de parler aussi de ce sujet. Parce que si moi, je suis athlète, on se dirait, ce qui compte, c'est la force. Non, il faut aussi la force mentale, pas juste physique.
Et mes enfants m'en parlent et je trouve que c'est très important pour eux aussi, parce que je travaille toujours sur cet aspect-là, encore aujourd'hui. No bueno sometimes. So. You produced a fabulous documentary. It's called The Weight of Gold. It's really, really good, and everyone can see it on l'équipe. Tout le monde peut le voir. C'est l'équipe qui le montrera, ce reportage, ce documentaire, pardon. C'est un témoignage avec d'autres Olympiens, quelques-uns, et vous parlez de choses dont généralement on ne parle pas, qu'on ne connaît pas, que le public ne connaît pas. Par exemple, le fait de se sentir isolé ou seul, et que parfois les athlètes sont vus comme des produits et pas des personnes. C'est comme ça que les médias ou les fans les voient. Et puis vous parlez de votre dépression également dans ce documentaire. Est-ce que ça a été difficile d'en parler pour vous? Au début, oui, je pense. Pour revenir à 2014, j'étais sur la couverture d'un magazine de sport avec un t-shirt et on m'a posé une question comme ça. Un ami qui travaille dans les médias m'a posé la question et hop, voilà, et là j'ai tout sorti. C'est à ce moment-là que ça m'a aidé. C'était ça la question? Oui, bien sûr, c'était ça la question. J'écoute simplement. Et c'est après ce moment-là, je me suis dit, ah, bon, et ben voilà, et ben voilà, et ben on peut en parler dans ce cas-là. Je me suis senti tellement soulagé. Ça vous a aidé de commencer à parler, c'est ça? Oui, une fois que je me suis ouvert, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas grand-chose, j'ai commencé à en parler, c'est pas si important que ça. Enfin, bon, quand on regarde le documentaire, je me souviens en 2016, j'étais à la cérémonie d'ouverture avec le drapeau, prêt à y aller, et c'était quasiment comme si c'était écrit sur les fronts des autres athlètes. C'est difficile pour eux. Et moi, je me suis dit, oh là là, mais cette question est encore plus importante que je le croyais. Et heureusement, j'ai eu de la chance parce qu'environ 12 athlètes ont partagé leurs expériences. Et ces expériences sont plus ou moins les mêmes. Nous sommes tous des athlètes, on a des sports différents, on a grandi dans des environnements différents, mais on a la même pensée qui nous arrive. Pourquoi? Et on était comme ça sur une estrade et on partageait nos expériences et on se regardait et on se disait, c'est ça la dépression vraiment? Mais oui, c'est ça. Ah, moi je sais de quoi vous parlez. Moi j'avais l'impression que j'étais le seul à avoir cette dépression. Voilà, c'est ça pour moi. Et ça Dieu comme expérience. Mais en même temps, je sais que lorsque ça m'arrive, les moments de dépression vraiment noirs, j'ai vraiment l'impression que je suis tout seul à être dépressif, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et moi, avoir pu faire partie de ce documentaire et de montrer vraiment crûment ce qu'est la santé mentale, c'est très important. Et la réalité, c'est que la santé mentale ne peut pas juste se dissiper comme ça du jour au lendemain. Si vous souffrez de dépression, vous devez trouver une manière de chérir cette condition et de passer votre journée comme vous le pouvez. Moi, je sais que si je passe une mauvaise journée, je peux aller sauter dans une piscine et nager 500 mètres, 1 kilomètre et je me sentirai mieux. Je vais faire un peu de poids haltère et je peux ensuite traiter tout ce qui se passe dans mon cerveau. C'est vraiment des petites choses qui fonctionnent vraiment bien pour moi. Et le titre de notre événement aujourd'hui, c'est Demain le sport. Donc, à l'évidence, ce que vous dites vraiment est très éloquent parce qu'on entend que le sport de l'avenir devrait être axé sur la santé mentale, la joie des athlètes. Eh bien, vous savez, je dirais, c'est être vrai, en fait, être authentique. Pendant longtemps, comme athlète homme, j'avais l'impression que c'était tabou, je ne pouvais rien dire, comme si c'était un signe de faiblesse et qu'on donnait donc un avantage concurrentiel à nos compétiteurs. Est-ce possible d'être authentique? Est-ce vu comme une faiblesse? Eh bien, moi, je me suis révélée en 2016 et ça a donné des résultats plutôt positifs. Est-ce que vous diriez que vous êtes quelqu'un de vulnérable, ou fragile? Fragile? Oui, absolument.
Vous avez remporté pourtant 23 médailles d'or. Oui, mais je suis un être humain, j'ai des sentiments, des émotions comme tout à chacun. Donc bien sûr, je suis fragile. Et bien voilà qui est une grande source d'inspiration, vraiment. Et nous avons une question sur la façon dont... en fait, on a une question de David Vergniaud. Bonsoir. Bonsoir, Votre Michael. Processus. Allô, oui, bonsoir Michael, merci de votre présence. Bon, je pense que vous avez déjà bien répondu à la question que je vais poser. Vous avez eu un break dans votre carrière et pourriez-vous nous expliquer comment vous avez retrouvé la motivation malgré tous vos titres pour revenir dans l'eau? Et une deuxième partie liée à la dépression, comment votre entourage vous a accompagné pour ce retour gagnant? Bien, je commencerai par la deuxième partie de la question. Mon entourage et mon équipe de soutien sportif voulaient que je sois moi-même et donc ils m'ont accompagné dans ce processus. Il y avait des moments où je voulais être seule, ils m'ont donné cet espace. Mais vous savez, sans mon équipe et mes proches, durant cette période très difficile, je ne serais sans doute pas sur le podium en train de vous parler aujourd'hui. J'ai traversé une période, vous savez, où en fait je ne voulais pas être en vie. Donc, certes, ils m'ont aidé. Mais pour moi, cela faisait partie du processus, tout simplement. Il y avait une partie de moi qui en apprenait davantage sur qui j'étais, comment je travaillais, avec qui je travaillais, pourquoi je faisais ce que je faisais comme travail. Et pour la première partie de votre question, eh bien, encore une fois, c'est un peu ce sentiment où je ne voulais pas voir passer 20 ans, où j'étais contrariée et en colère. Je ne voulais plus me complaire dans cette tristesse. Et donc, vraiment, me remettre à la natation, c'est que j'avais un objectif. Et honnêtement, c'est que je voulais vraiment battre le record mondial du 200 mètres. Et je savais que c'était un objectif qui allait me demander énormément d'efforts pour l'atteindre. Et je ne pensais pas non plus que j'allais pouvoir nager de manière aussi intensive autour d'un programme si intensif et régulier que ce que je me suis retrouvée à faire. Même pour les 200 mètres papillons, je m'étais dit que peut-être que j'allais abandonner l'idée de battre le record mondial de 100 mètres papillon. Et donc, ces 6 premières semaines de remise en forme, bon, c'était vraiment horrible, hein, je ne vous le cache pas. Quand je suis revenue à la natation, c'était une période et une des expériences les plus pénibles et les plus douloureuses de ma vie. Littéralement, je tombais du lit tous les matins. Chaque pas que je prenais, chaque technique de nage que je faisais me faisait mal physiquement. Mais il fallait simplement huiler les rouages des muscles une fois de plus. Et une fois que j'ai repris le rythme, eh bien, les choses sont remises en marche. C'était plus facile, vraiment. J'avais des coéquipiers en Arizona ou Lyon et marchant de nage. C'était vraiment épique. Je voyais le soleil, le ciel bleu tous les jours. J'étais heureux. Quelles étaient les causes et les conséquences? En fait, vous avez décidé de revenir à la natation, c'est là que vous avez rebondi ou inversement? En fait, je suis revenue à la natation où j'ai repris le rythme, en fait, de ce cheminement. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Eh bien, c'est du non-stop. Vous comptez retourner à la natation? Pour l'instant, je n'en ai pas l'intention, mais ma vie est plus occupée que je pensais qu'elle était par le passé. Je voyage partout dans le monde, partout aux États-Unis, que ce soit pour travailler avec des sponsors ou donner des allocutions de motivation. Je parle beaucoup de santé mentale, je tente vraiment de sensibiliser à la question et d'aider les personnes à obtenir l'aide dont elles ont besoin. Et mon épouse et moi, nous avons 3 garçons, on gère 3 enfants, 6, 4 et 3 ans. Et donc c'est un emploi à temps plein de s'en occuper. Et c'est le plus beau travail qui soit. Ça me tient bien occupé. Et le prochain chapitre, pour moi, ce serait un dont je profite pleinement. J'ai beaucoup de chance de pouvoir terminer une de mes carrières, de pouvoir renouer avec une carrière que j'adore. Alors, nous sommes tous des fans de la natation ici, du sport.
Vous avez 37 ans aujourd'hui, vous êtes plus jeune que la plupart des personnes dans l'auditoire. Alors vous avez toute la vie devant vous encore. On a mentionné le fait que vous allez faire quelque chose de très important pour la santé mentale. Ce documentaire, c'est sans doute ce premier pas dans cette direction. Est-ce que vous voulez vraiment travailler davantage dans cette voie pour aider des athlètes à ne pas traverser ce que vous avez traversé? Il le faut. Il le faut. C'est la seule façon dont nous pourrons veiller à ce que l'histoire ne se répète pas. Nous avons perdu beaucoup trop d'athlètes olympiens au suicide et j'aimerais renverser la donne. J'aimerais vraiment aider les personnes qui sont aux prises avec des difficultés pour qu'elles aient accès à l'aide dont elles ont besoin et qu'elles méritent. Je ne veux plus perdre d'autres Olympiens, d'autres athlètes. Si je peux aider des personnes, c'est ce que je souhaite vivement de tout cœur. Je préfère sauver une vie ou des vies et avoir l'occasion de sauver une vie que de remporter une prochaine médaille d'or. C'est plus important. Vous avez tout à fait raison. C'est plus important, ça. Et vous avez beaucoup de maturité. Vous en avez déjà à 19 ans, encore plus à 37 ans. Oui, 19 ans, vous savez, j'étais un petit garçon. Et pensez-vous que votre voix va aider à faire bouger les lignes? Écoutez, je l'espère, mais si les lignes ne bougent pas comme je le souhaite, eh bien, il faudra que je trouve une autre manière de m'y prendre. Peut-être retourner à la case départ et réfléchir à une nouvelle façon de cartographier mon projet. C'est un peu ce que j'ai fait durant ma carrière. Et je peux utiliser certains des instruments, des ressources qu'on m'a données dans ma carrière de nageur. Et j'espère que ces outils me permettront de les appliquer à la vraie vie. Il semblerait que vous soyez vraiment axé sur les détails. Donc c'est une très bonne démarche. Nous avons une question, elle est liée à la natation, à l'avenir. Vous avez parlé de Yael Marchand. Il est un peu plus âgé que vous quand vous avez commencé à nager. Lui, il nage les 200 mètres papillons, même les 4 nages individuels, 400 papillons, oui, bien sûr. Il a été coaché par Bob Bowman, n'est-ce pas? Selon vous, qu'est-ce qu'il pourrait faire à l'avenir, et particulièrement à Paris? Eh bien, seul l'avenir le dira, mais il va sans dire qu'il a vraiment énormément d'atouts. Son père était nageur à l'époque, il nageait avec lui au début des années 2000. Et quand vous voyez Léon concourir, c'est un excellent compétiteur. Il me rappelle beaucoup à moi-même dans cette espèce de bataille acharnée qu'il livre. Il a vraiment beaucoup de mordants, vous savez. Et c'est vraiment un plaisir de le regarder nager. Son 400 mètres, vraiment c'est un plaisir de le regarder. Et je vais tenter d'être un peu cupide, disons, et de maintenir encore mon record 400 mètres avant qu'il... Peut-être encore une année. Je me donne encore une année avant qu'il le batte. Non, mais vous savez, les records mondiaux sont vraiment faits pour être dépassés, battus. Je le crois fermement. Moi, voir un enfant jeune dépasser, battre un record, c'est quelque chose que j'adore. Battre les 4 minutes, est-ce que ce sera Léon? Je ne sais pas, peut-être, mais c'est faisable. Vous auriez pu battre le record des 4 minutes? Eh bien, vous savez, un de mes amis d'équipe en 2005 avait dit, eh bien, tu pourras battre les 400 mètres, 4 minutes aux 400 mètres. Et dans mon esprit, je crois que je n'étais pas encore prêt à arriver de cette manière à l'époque. J'ai amené le record mondial de 4:11 à 4 minutes 3 secondes en l'espace de 15-20 ans. Et donc, oui, je pense que j'aurais pu, si je m'étais mis cela en tête, j'aurais pu le faire à l'époque. Mais je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent battre ce record. Finalement, vous savez, c'est un jeu de chiffres. Léon, par exemple, doit pouvoir nager en 1 minute 100 mètres d'eau crawlée s'il le peut. Eh bien, cela facilite les choses. Parce qu'en plus, il peut faire 1 minute 7, 1 minute 7 à la brasse. Donc, c'est qu'un jeu de chiffres, finalement. C'est ce que j'ai fait, moi, au dos crawlé. 55 secondes, 1 minute. J'ai réussi 1 minute 9, 1 minute 10 au dos crawlé. Oui, vous aviez essayé avec le dos crawlé de... Oui, j'ai presque battu le record en 2003
1 minute 3 au dos. Mais j'ai terminé en, je crois, 55,8 sur mon dernier 100 mètres et j'étais sortie à 54 secondes. Et il ne fallait pas vraiment d'énergie et d'efforts pour arriver à 54. Il est question de tempo, de technique de nage et d'avoir un excellent coach. Bob, il m'a entraîné toute ma carrière et je n'ai jamais pu nager pour un autre entraîneur que lui. Il est donc entre de bonnes mains, Léon. Et vous savez, pouvoir nager ici également sur votre, dans votre propre bercail national, moi je suis jaloux de cela. C'est une occasion sans précédent qu'on a rarement et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire non seulement aux championnats mondiaux l'année prochaine, mais ce qu'il va faire ici à Paris également. Bien sûr, il y a une différence entre les athlètes français et les Américains. C'est cette pression parfois qui est un peu une chape de plomb, alors que dans la culture américaine, la pression, c'est un boost en fait, c'est un coup de pouce. Bien, honnêtement, pour moi, je me mets plus de pression sur moi-même que toute autre personne sur la planète, je pense. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'étais tellement détendue. Vous savez, vous avez été une source d'inspiration et je crois que tout le monde ici est vraiment ravi d'avoir pu écouter Michael. Voilà la fin de notre entretien. Je vois nos deux présentateurs qui arrivent de loin. Merci, Michael. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une standing ovation à Michael Phelps, s'il vous plaît. Merci.